Ça y est. Non, moi, j'ai rien reçu. Ah, ça y est, c'est bon. Parfait. Voilà. Donc, tout le monde peut répondre. Mmh. Super! Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle conférence, Emmanuel et moi. On commence à prendre nos petites habitudes. Nous, on avait passé quelques semaines là parce qu'on était occupés notamment par notre formation, notre formation en ligne pour former les professionnels à l'accompagnement du haut potentiel intellectuel. Et donc, on reprend nos cycles et vous aurez régulièrement de nos nouvelles, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler d'hyperadaptabilité. Alors, on parle d'hyperadaptabilité, on parle aussi d'hyperadaptation. Peut-être on fait une petite présentation rapide, Emmanuel, pour ceux qui ne nous connaissent pas? Bien sûr, je te laisse, commencer. Tu me laisses commencer cette fois? OK. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magali Barcelot, je suis donc tout près de Montpellier. Je suis alors révélatrice de potentiel, j'aime bien dire comme ça. J'aime bien dire aussi que je suis chercheuse d'or. C'est nouveau, je dis ça, je ne t'avais pas dit ça, Emmanuel. Je cherche l'or qui est à l'intérieur de vous. Je vous aide à trouver vos pépites. En fait, je suis gestalt thérapeute, donc j'accompagne des adultes et des adolescents depuis de très nombreuses années. J'interviens aussi en entreprise en tant que formatrice consultante sur tous les thèmes de la qualité relationnelle. Et je suis donc spécialiste du haut potentiel depuis maintenant 8 ans. Je travaille depuis le confinement uniquement en visio. Je reprendrai peut-être, on ne sait pas trop, un peu de présentiel, mais j'ai bien l'intention de refaire des événements en présentiel, bien sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'essentiel de mon activité est à distance. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je m'adresse à une cible de particuliers, également de professionnels en entreprise et de professionnels indépendants et professionnels de l'accompagnement, comme je le disais tout à l'heure, puisque Emmanuel et moi avons démarré l'année dernière une formation qui s'adresse aux coachs, aux psys, aux thérapeutes, aux consultants, aux managers aussi, pour apprendre, et aux professionnels de santé, j'oubliais, pour apprendre à accompagner ces profils atypiques parce que forcément, on ne les accompagne pas tout à fait comme les autres. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel de qui je suis, puis on aura l'occasion d'échanger. Je vais laisser la parole à Emmanuel qui complétera par rapport au fait que nous sommes ensemble depuis fort longtemps sur le sujet. Voilà. Merci Magali. Donc Emmanuelle Delarieux, je suis psychologue du développement de formation. Donc moi, j'étudie toutes les phases de changement de vie, de l'âge fœtal jusqu'à la mort. Et du coup, j'ai très peu de chapelles théoriques au-dessus de ma tête. Je suis ce qu'on appelle intégrative. Et je me suis très vite spécialisée donc dans l'accompagnement des personnes, des profils à haut potentiel intellectuel et également de THPI. Et on va dire qu'au fur et à mesure de s'investir dans les associations, voilà, de travailler avec cette population, de la découvrir, eh bien, j'ai rencontré différents professionnels, dont Magali. Et on va dire que la mayonnaise a prise entre nous deux, que ce soit pour animer des conférences, mais aussi, comme tu le précisais, Magali, effectivement, pour pouvoir faire cette formation auprès des professionnels, pour mieux former et mieux informer dans l'accompagnement de la population HPI. Et en parallèle, depuis 3 ans, je suis devenue aussi également éco-psychologue. Donc, j'accompagne les personnes, les profils HPI, mais aussi non HPI, à faire face à l'éco-anxiété, au bouleversement climatique et voilà, à ce que notre planète est en train de vivre en ce moment. Mais je me recentre sur notre sujet et je continue toujours à travailler avec les personnes HPI, ce qui nous amène avec Magali à proposer des conférences sur différents thèmes. Donc, on a commencé au mois de décembre avec l'objectif d'apporter différentes voix, différents points de vue sur ces thèmes. Et aujourd'hui, on vous propose bien, de parler de l'hyperadaptabilité des profils à haut potentiel intellectuel et souvent hypersensibles. Un peu cet effet caméléon, voilà, que l'on rencontre beaucoup dans le cabinet, qu'on rencontre beaucoup aussi dans la littérature et dans les témoignages. Et cet effet caméléon a des aspects positifs, mais beaucoup d'aspects négatifs. Et l'idée, c'est de pouvoir en parler aujourd'hui. C'est ça. Et justement, on va s'interroger là-dessus parce que dans nos métiers, on a l'habitude, que ce soit Emmanuel, moi et tous les professionnels de l'accompagnement qui sont parmi vous, nous avons l'habitude d'inviter les personnes que nous accompagnons
à s'adapter à toutes les situations de vie. Ça fait partie, c'est l'essence même de notre métier, avancer dans nos vies en ayant toutes ces capacités pour nous adapter à notre environnement, nous adapter à nos relations, nous adapter à nos familles, nous adapter à nos amis, nous adapter à notre environnement professionnel, l'environnement climatique aussi. On a tous à s'adapter et on essaie de trouver les solutions pour avoir ces capacités d'adaptation. Mais parfois, ces capacités d'adaptation sont beaucoup plus fortes que la norme, on va dire, et peuvent créer bien quelques conséquences parfois agréables, mais parfois désagréables. Et c'est ce que l'on note bien souvent chez les HPI. Donc, je te propose peut-être, Emmanuel, d'en dire un petit peu plus sur l'origine, ou en tout cas, comment on fait le lien d'abord entre hyperadaptabilité ou hyperadaptation et les HPI. En fait, c'est quelque chose que toi-même, tu as dû remarquer, Magali, et qu'on remarque tous en cabinet. Les profils à haut potentiel intellectuel ont une hyper-adaptabilité à l'information. Je ne parle pas d'adaptabilité forcément sociale, mais à l'information. C'est-à-dire que finalement, le cerveau, il est programmé pour s'adapter aux informations. Et cette adaptabilité, ce n'est pas une adaptabilité normale, c'est souvent une hyper-adaptabilité. Donc, cette hyper-adaptabilité, elle est géniale. Elle se manifeste souvent de plein de sortes. Je le vois avec des patients où je leur dis, je suis sûre que quand vous allez dans un pays étranger ou même juste dans une région, moi, par exemple, je viens de Picardie et que vous êtes avec des Picards, au bout de peut-être 10 minutes, même à la fin de soirée, vous aurez pris l'accent, vous aurez pris les mimiques, vous aurez pris des micro-expressions, des gestes, des attitudes, la couleur locale, quoi. C'est un peu cet effet caméléon. Et cet effet caméléon, on va le retrouver en tout cas pour ma part, je l'explique de deux manières. De par cette hyperadaptabilité du fonctionnement cognitif à l'information. Donc, cette analyse qui est faite du non-verbal, donc de tout l'environnement autour de soi, pour trouver la meilleure réponse possible. C'est ça l'intelligence, en fait. C'est de l'adaptation, si on la reprend d'un point de vue biologique. Donc, clairement, les HPI, leur cerveau va faire ça malgré le petit moi. Ça se fait de manière automatique. Et puis, la deuxième raison, c'est clairement, on peut trouver l'origine aussi dans les neurones miroirs. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas les neurones miroirs, je vous invite à lire les livres de Rizzolatti. Rizzolatti sont les premiers à avoir fait ces études en 98 sur des singes, où ils ont pris sous IRM des singes qui regardaient la vidéo d'un singe mangeant une banane. Et incroyable, ils se sont rendus compte que ça activait les mêmes aires cérébrales que si pour de vrai le singe mangeait une banane. Et donc pendant 10 ans, ils ont développé en fait ces études sur l'humain et ils se sont rendus compte que les humains avaient des neurones miroirs qui servent à, lorsque on voit quelqu'un faire une action, on va activer les mêmes neurones que si pour de vrai on faisait cette action. Si on s'imagine, on simule soi-même une action, eh bien on va activer ces mêmes zones cérébrales. En même temps, si Rizzolatti, oui, merci Magali. Et attends, tu l'as envoyé qu'à moi, je crois, et pas à tout le monde. Pas de souci. Et 1, 2, 3. Et oui, et c'est aussi à la base des apprentissages d'imitation. Voilà. Donc les neurones miroirs, clairement, des études ont montré que les personnes à HPI avaient un stock de neurones miroirs qui était bien plus grand que la majorité des gens, ce qui explique aussi un peu ce phénomène d'hyper-empathie chez certains HPI. Donc, on va retrouver en fait finalement ces bases-là sous-jacentes à cette hyper-adaptabilité. C'est-à-dire que cette hyper-adaptabilité, elle peut résulter de plein de choses, comme tu vas peut-être nous évoquer, Magali, et on va en parler tout à l'heure, bien sûr, de nos failles narcissiques et de plein de choses, mais elles viennent d'une impulsion qui se fait malgré soi. Voilà. Parce que finalement, le fonctionnement HPI est un peu paramétré à ça, c'est-à-dire à l'hyperadaptabilité. L'analyse, le scan de l'environnement, ça se fait de manière inconsciente, mais ça se fait comme ça, avec une réponse automatisée. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, donc si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît, c'est plus sympa. Vous pourrez les ouvrir quand vous voudrez parler, il n'y a pas de problème. On vous laissera un temps pour ça, bien sûr. Voilà, merci. C'est mieux parce que ça résonnait. Ok. Donc, oui. Donc, voilà. Tu voulais Donc, au niveau des bases,
on en est là sur l'hyperadaptabilité. Et puis, finalement, cette hyperadaptabilité, eh bien, elle va se manifester comment? C'est ça qui est important, c'est de regarder un petit peu ces manifestations. En Mhm. fait, les manifestations, elles vont être multiples pour les personnes qui sont à haut potentiel intellectuel et hypersensibles. On va avoir des manifestations donc, qui vont se faire comme tu l'as décrit dans tous les plans de la vie, et ce dès l'enfance en fait, et à n'importe quel âge. Mhm. Mhm. Donc, moi, je vais avoir au cabinet des personnes qui, quand elles se posent, ont la sensation d'être un peu perdues. Me disent en fait, je me suis perdue dans l'autre. Mhm. Je ne sais plus vraiment qui je suis. Voilà. Ça se fait tellement automatiquement que c'est compliqué. Donc, pour certains ou certaines, il va y avoir cette sensation de mettre des masques. D'autres, ce n'est pas des masques, ça va être du faux self. D'autres encore, c'est juste une réponse adaptative qui se fait comme ça, de manière assez inconsciente. Et ce que je peux ajouter, ce qu'on peut noter, c'est que c'est souvent quelque chose qui arrive, non pas pendant votre tendre enfance, mais plus tard, hein, souvent à la fin de l'adolescence, enfin, c'est plus comme ça qu'on le voit, ou en tout cas, plus tard, ça peut être des personnes de 25, 30, voire 50 ans qui arrivent et qui d'un coup se rendent compte qu'elles ont passé leur vie à se suradapter, et il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, eh bien, ça se révèle et c'est un cataclysme, hein. C'est un petit peu comme ça qu'on le vit dans nos cabinets, en tout cas. Après, du coup, comme c'est là où, parce que toi, tu as plus de spécialités adultes, Oui, mais du coup, cette hyperadaptabilité, je la vois beaucoup chez les enfants. Parce qu'en fonction de l'environnement dans lequel ils sont, ils vont de toute manière se calquer à ce qu'on leur offre. Donc ça, c'est tous les enfants, mais les oui, HPI, plus encore. Et on va dire que c'est au moment de l'âge adulte, lorsqu'ils vont revenir dans leur rétrospective d'enfant, que là, il va y avoir vraiment un décloisonnement de l'être en disant, mais en fait, je me c'est suis quand ça. même hyper adaptée. C'est ça, je me suis mal exprimée. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ça Ouais. survient, en tout cas, la prise de conscience survient plus tard. C'est-à-dire que cette hyper-adaptabilité ou hyper-adaptation, suradaptation, elle est là, elle est présente depuis toujours, mais elle ne vient pas à la conscience tôt. En fait, il faut des années pour se rendre compte que, ah, finalement, je me suis adaptée. C'est un petit peu ça. Exactement. Je suis mal Et exprimée. cette hyperadaptabilité, elle a été aussi très, très bien décrite par De Kermerdec hein, dans son livre sur les femmes HPI, Oui. Mhm. La et femme puis surdouée. une autre autrice, La femme surdouée. Et justement pour parler de cette fâcheuse tendance que les femmes HPI, et ce, dès qu'elles sont toutes petites, s'hyperadaptent aux attentes sociales, qu'elles soient implicites ou explicites, pour pouvoir modeler en fait leur être, C'est ça. en oubliant de voir leur fonctionnement, généralement de haut potentiel intellectuel. Et du coup, elles vont projeter, généralement sur des figures masculines, ce fonctionnement HPI et non pas sur des figures, féminines parce que, on n'a pas été modelé en fait, dans cette culture-là. Donc Mhm. l'hyperadaptabilité, ça va très loin et finalement cette hyperadaptabilité, même si elle est une caractéristique propre aux HPI, dans leur fonctionnement, elle va avoir des conséquences importantes, mais surtout, elle va être marquée sur plusieurs plans. Le plan individuel, mais aussi sur une remise en question de cette hyperadaptabilité sur le plan éducatif, mais aussi sur le plan culturel, parce que cette hyperadaptabilité, elle n'est pas propre que non plus, au fait d'arriver dans une pièce, de regarder l'ambiance d'un groupe, et de se calquer et de reprendre la couleur locale. C'est aussi finalement, toute l'ambiance culturelle, toutes ces implicites, tous ces codes qui sont là, dans lesquels il va y avoir une hyperadaptabilité. Et du coup, là où est le problème, ce n'est pas l'adaptabilité, c'est dans l'hyper. Mhm. L'adaptabilité, elle est normale, elle est importante. C'est tout le travail qu'on fait aussi dans la thérapie, c'est-à-dire que généralement les femmes et les hommes qui sont hyper adaptés vont avoir tendance, une fois qu'ils travaillent sur eux, à se rigidifier et à essayer de moins s'adapter. Alors c'est bien, mais des fois presque de s'hypo-adapter pour aller dans un autre extrême afin de trouver le juste milieu. Voilà, donc là, c'est important d'entendre que l'adaptabilité, elle est normale, elle est saine. C'est ce qui permet aussi une résilience face à ce qui se passe et d'autant plus, en étant éco-psychologue, c'est une évidence qu'à l'heure actuelle, l'adaptabilité est nécessaire. Mhm. Mais, là où ça pose problème, c'est ce côté hyper et c'est ça qu'on va venir
travailler aujourd'hui, c'est les conséquences de ce fonctionnement caméléon et finalement, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place dans sa vie aussi pour, hem, arriver à un petit peu réguler cet automatisme d'hyperadaptabilité. Donc toi, tu vois quoi, Magali, comme conséquence de cette Alors, il y a beaucoup de hyperadaptabilité? conséquences, mais ce qui me venait, c'était pour illustrer encore un peu plus ce que tu disais, ce qu'on appelle l'enfant trop sage, hein, très souvent. Je pense que tu connais bien ça aussi, l'enfant trop sage, où en fait, on va s'adapter pour plaire à la maîtresse, par exemple. Donc, la maîtresse, elle attend de bons résultats, donc je vais tout faire pour lui plaire. Et il faut absolument que je plaise à la maîtresse. Et puis, si je suis le deuxième enfant dans la famille et que le premier, ben, il fait des siennes et il inquiète les parents sont toujours après lui, ils sont toujours mécontents, ben moi je vais faire en sorte d'être très très gentil ou gentille et je vais vraiment m'hyper adapter au point qu'on va dire mais qu'est-ce que cet enfant est sage, mon Dieu, mais c'est le syndrome de l'enfant trop sage, je crois qu'on appelle ça. Et bien souvent, ben, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche parce que cet enfant, il va limiter sa créativité, il va limiter ses besoins, il va limiter beaucoup de choses. Et donc, c'est là que, comme je le disais tout à l'heure, peut surgir quelque chose de beaucoup plus fort en avançant dans la vie avec une réaction très très forte au fait que ah mais je suis passée à côté de plein de choses et j'ai fait ce qu'on attendait de moi mais j'ai pas fait ce que je voulais vraiment, etc. Donc effectivement il y a de gros effets et de grosses conséquences. Ce que je pourrais ajouter par rapport à tout ce que tu évoquais, Emmanuel, c'est que chez le HPI, je pense que si on rapproche ça ou si on tente de rapprocher ça de certains éléments clés du profil atypique dont on parle, on peut le rapprocher de l'hypersensibilité, mais surtout de l'hyperlucidité et ce désir de perfectionnisme. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se conformer aux autres? Qu'est-ce qui fait qu'on veut répondre aux besoins, aux attentes des autres? Ben, c'est parce qu'on a une lucidité sur les situations, on voit très bien et très vite ce que les autres attendent, ce qui leur fait plaisir, comment ça fonctionne, et on veut être parfait. Ça, je ne vous l'apprends pas, ça fait partie du mécanisme des HPI. Et donc, ce désir de perfection nous pousse à tout faire pour correspondre au mieux aux attentes de l'autre, que ce soit un parent, une maîtresse, un cousin, un ami, qui que ce soit. On veut répondre aux attentes parce qu'on veut être aimé, parce qu'on est bien sûr dans cette peur d'être abandonné, d'être mis de côté, dans ce sentiment de décalage que l'on vit sans trop le savoir, sans forcément mettre de mots dessus. Et donc tout ça nous pousse à tout faire pour être conforme, être vraiment dans le lot, et même de ne pas être en haut. Hein, c'est ça aussi qui fait que bien souvent, on ne veut pas être trop fort, on va être un bon second, on va se fondre dans la masse pour ne pas être rejeté, parce que si on est trop fort, vous avez pu voir ça soit chez vos enfants, soit chez vous au fil de votre parcours. Donc, on va trouver la position qui va nous permettre de nous sentir à l'aise, de nous sentir inclus, de nous sentir un peu, comment je dirais, pas forcément passer inaperçu, mais presque. Hein, de vraiment se sentir dans la masse. Voilà, donc il y a souvent un gros décalage entre l'intérieur et l'image que l'on donne. Il y a vraiment un gros, gros décalage, bien souvent. Et ce témoignage, on l'a systématiquement de Oui, personnes qui expliquent avoir, par exemple, plusieurs groupes d'amis, avec des colorations complètement différentes et dans lequel ils s'adaptent totalement. oui, Hem et puis cette sensation effectivement de ne jamais être complètement de ne jamais être complet, oui. de ne jamais être complètement soi avec l'autre parce que justement, il y a des parts de soi qui ne semblent pas, être acceptables, qui vont être rejetées, qui vont être mises de côté et puis, ce mécanisme d'hyperadaptation qui répond malgré soi, comme tu le poses, effectivement aux attentes. Je le vois avec des ados, beaucoup d'ados qui me disent: Oui, «Mais Emmanuel, en fait, tu sais quoi? On me dit que finalement je suis faux cul alors que pas du tout. Heu, en fait, c'est juste que je ne sais pas comment t'expliquer, je réponds, je sais ce qu'il faut dire et du coup pour pas froisser, pour pas solliciter du jugement, pour pas être exclu, en fait, je fais mais c'est pas méchant, ça se fait comme ça se fait naturellement». c'est ça. Je Heu, pourrais dire que ça donc permet excuse-moi, je te coupe. vas-y, vas-y. Ça permet de survivre socialement, hein, cette capacité à s'adapter, mais en fait, ça empêche chacun de reconnaître sa valeur
et même de s'autonomiser parce que il est toujours, nous sommes toujours, elles sont toujours, quelles que soient les personnes en question, dépendantes des autres, dépendantes du regard des autres, des attentes des autres. Enfin, en croyant en tout cas répondre aux attentes des autres. Parfois, c'est faux. Et on arrive souvent à ce fameux faux self, hein, dont on parle beaucoup. C'est Ouais, donc ça, c'est vraiment une des premières conséquences, ouais. voilà. Où en fait, on ne sait plus qui nous sommes. À force d'être caméléon, on ne sait plus quelle est notre véritable couleur. Hem, mais un truc qui me fait rire en parlant de caméléon, je le dis, c'est l'histoire du caméléon dans la couverture écossaise. C'est-à-dire que prendre une couleur, ça va, mais quand il y en a plusieurs à prendre, ça devient difficile. Et la grande difficulté justement, et l'une des conséquences, c'est la dépense d'énergie que ça demande. C'est vraiment énorme. Se suradapter, ça demande une somme d'énergie phénoménale dont on n'a pas toujours conscience. Peut-être on y reviendra après avoir parlé des effets, si tu veux, Emmanuel. Mmh. Ouais. Donc, en fait, ce que tu es en train d'évoquer, c'est vraiment une des premières conséquences, c'est le faux self. Donc le faux self, c'est, cette, fausse image de soi, ce masque social, en fait, que l'on va mettre, auquel on va totalement s'identifier, en oubliant toutes les autres parts de soi. Donc ce faux self, je le vois très souvent, toi aussi j'imagine Magali, de femmes notamment, beaucoup plus, mais aussi d'hommes, pourquoi pas, enfin plus rarement en tout cas dans mon cabinet, qui viennent et lorsqu'on va faire passer, le test, de Weiss pour regarder s'il y a un fonctionnement HPI, lorsqu'elles sont face à la réalité de ce fonctionnement HPI, elles s'effondrent ou parfois même n'arrivent pas à l'intégrer parce qu'elles se sont développées sur l'image d'elles, qu'elles étaient nulles, ou qu'elles n'en valaient pas la peine, ou qu'elles n'étaient pas intelligentes, ou c'est ça qu'on appelle un faux self. Et du coup, un faux self, c'est difficile effectivement à le bouger. Donc la confrontation au fait, elle est importante, mais pas que. Donc ça va être tout un travail énorme. Et le faux self se construit dès l'enfance. Alors parfois, ça va se construire qu'à l'âge adulte, mais ça peut se construire dès l'enfance. Je vois par exemple, j'ai eu plusieurs témoignages comme ça de personnes HPI. Je pense notamment à une femme qui a été adoptée en Suisse. Elle était sri-lankaise et du coup, en Suisse, il y avait beaucoup de racisme, en tout cas là, dans l'endroit où elle était. Et du coup, elle s'est développée dans l'adolescence avec une sensation très forte d'être différente, mais persuadée que cette différence qu'elle ressentait était due à son adoption et à sa couleur. Et finalement, cette différence a toujours persisté jusqu'au jour où elle est venue passer le test parce que ses enfants justement sont HPI et qu'elle s'est dit: «Peut-être moi, mais je ne suis pas sûre». Et je me souviens que c'était très touchant au moment de la restitution parce que vraiment elle a pleuré, énormément en se rendant compte que c'était un masque qu'elle Mmh. avait mis d'elle-même, alors que la réalité de sa différence était bien plus profonde, elle était cognitive. Ouais. Ça, je l'ai à plein de niveaux. Je vous raconte cette anecdote, mais je pourrais en raconter d'autres. Donc le faux self, c'est quelque chose qui est fort chez les personnes qui ont un fonctionnement HPI et qui est dû généralement à ce fonctionnement d'hypercaméléon qui nous fait croire que cette sensation de différence peut être due au fait de porter des lunettes, d'avoir été gros ou grosse, d'avoir vécu peut-être du harcèlement, Mmh. et tous ces masques que l'on va mettre, ces jeux de dureté parfois pour des hypersensibles qui ont rejeté leur hypersensibilité au moment de l'adolescence ou due à un très gros événement traumatique pour y faire face, Mmh. vont développer également un faux self, alors qu'en fait, dans le fond, cette hypersensibilité est là et il va falloir effectivement aller la récupérer. Mmh. Donc, c'est ce que tu disais Magali, c'est-à-dire que ce faux self a des conséquences. Ça va être une vraie perte d'énergie, mais pas que le faux self, c'est-à-dire que ce fonctionnement d'hyperadaptabilité, ce fonctionnement de caméléon, c'est coûteux. C'est fatigant parce que ça vient, chercher une énergie énorme pour pouvoir coller à ce qui est demandé dans l'attente sociale, dans l'attente groupale familiale, dans l'attente groupale du couple, hein, parce que ça, nombre de fois où j'ai entendu des femmes et des hommes me dire, après une rupture: «Oh là 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 là, mais moi j'adorais écouter, le jazz ou l'électro et je me suis mis à écouter tout Brel et tout Brassens. Alors OK, c'est super, mais enfin, finalement, c'est pas mon truc. Alors moi, je sais plus qui je suis là-dedans». C'est ça. Bref, et du coup, il y a un vrai coût d'énergie qui est énorme et qui conduit aussi souvent les personnes qui ont un caméléon à faire un burn-out.
ou en tout cas friser Mhm. le burn-out. Mhm. Mhm. Très important aussi. Ouais. Donc, on peut continuer sur ces conséquences. Alors, des exemples, on peut vous en donner beaucoup, mais vous pourrez aussi nous faire part de vos exemples, peut-être. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve bon, à tous les âges, hein, je dirais, mais dont il est difficile de sortir. On parlera aussi, bien sûr, des solutions pour sortir de tout ça. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le faux self, il n'est pas toujours négatif. C'est bien aussi d'utiliser le faux self, mais il est différent de l'utiliser quand on en est conscient que quand on n'en est pas conscient. C'est pas tout à fait la même chose. Donc parfois, savoir se suradapter, faire comme si pour répondre aux besoins de l'autre, ça peut être un atout, mais encore une fois, en conscience. Par contre, quand c'est inconscient, évidemment, les conséquences sont fâcheuses. Justement, l'atout, Magali, parce qu'on va parler et du négatif et du positif, l'atout peut-être pas que du faux self, en tout cas de savoir, jouer aussi avec les masques sociaux, c'est aussi savoir se dépasser et ça, les HPI savent bien le faire. Je pense que tu en es la preuve, ce soir d'ailleurs. Mais, mais voilà, de parfois être malade, de ne pas se sentir bien et d'avoir, tout d'un coup cette capacité énorme parce qu'on va se mettre en mode caméléon, en mode hyper adaptabilité, heu, où on va presque parfois dissocier des parts de soi pour pouvoir répondre aux attentes dans l'instant. Oui, je disais à Emmanuel tout à l'heure que j'étais l'exemple illustré ce soir puisque j'ai eu un soin dentaire qui était terrible aujourd'hui et je suis shootée pour pouvoir être là avec vous. Donc ça se voit peut-être pas trop, mais je disais à Emmanuel justement quand on préparait notre intervention que bah oui, je suis vraiment coutumière du fait et je ne sais pas s'il y a des exemples parmi vous comme ça, mais j'ai plusieurs fois dans ma vie dû me surpasser pour assurer des événements, pour faire des choses comme ça, parce que ben il y a le mental qui fonctionne et qui dit non, de toute façon tu vas te débrouiller, tu vas y aller, tu vas trouver la solution pour. Après je vais m'effondrer, mais c'est pas grave. Mais bon, là, j'en suis pas là, hein, mais c'est vrai que ce soir, bon, je me disais: «Comment je vais faire?» J'ai trouvé le bon shoot pour être avec vous et pour pouvoir vous parler et pour pouvoir sourire parce que vous savez ce que c'est, hein, du côté des dents quand ça fait mal. Mais voilà, oui, moi, je suis capable de ça et bien souvent dans ma vie, j'ai fait preuve de choses où même les médecins ne comprenaient pas comment je pouvais résister à certaines douleurs et ça, on le voit beaucoup, hein, chez certains, HPI qui sont capables d'aller au-delà. Alors bon, je ne sais pas si c'est que de la suradaptation, mais en tout cas, ça en fait partie, hein, cette capacité de pouvoir se dire: «Bon non, je vais aller au bout, je vais me dépasser, je vais me surpasser». Mais parfois, il est important de ne pas dépasser certaines limites, hein. Voilà, ça fait partie des solutions. Et du coup, cette hyperadaptabilité, telle que tu le poses sur le faux self, elle a, aussi, cette hyperadaptabilité, une autre conséquence importante, c'est celle de cloisonner. Mmh. Alors c'est pas forcément du faux self, hein, mais c'est celle de cloisonner sa vie et de se sentir peut-être pas jusqu'au point de morceler, mais, de créer des catégories. Oui. Là, pour le coup, je vais parler de moi. Alors je ne sais pas si je suis HPI ou pas, mais, en tout cas de quelque chose de très fort que j'ai vécu pendant très longtemps. Je sais que, par exemple, pendant mes études de psychologie, où j'étais dans des filières, du coup, très scientifiques et ça m'allait très bien parce que, ça venait nourrir cette part en moi, rationnelle, qui a besoin d'explications scientifiques, qui a besoin de faits et qui a besoin aussi de complexité. Donc c'était parfait, sauf qu'en parallèle de ces études, j'avais découvert le qigong, j'avais découvert, la sophrologie et j'avais découvert, la méditation, le chamanisme et donc toutes ces parts qui sont, celles du sensible, celles, du non rationnel et j'étais tiraillée. J'ai été tiraillée pendant mais des années entières. C'est-à-dire que quand j'étais dans le monde, du chamanisme, de la méditation, du qigong, j'étais face à des gens qui d'ailleurs avaient très peu de discours scientifiques et qui le rejetaient. Alors, j'étais capable d'un caméléon parfait, de développer le langage, la manière de faire tous ces codes, enfin, parce qu'il y a des codes énormes qui existent dans le développement du bien-être. Et de l'autre, dans l'aspect scientifique, ça m'était impossible à l'époque, parce que la méditation n'était pas encore aussi bien vue qu'elle ne l'est maintenant, d'en parler parce que dès que j'en parlais, je passais un peu pour une sorcière, donc je le mettais de côté. J'ai vécu comme ça pendant des années, Mmh. en faisant un aller-retour, dans ces mondes, dans ces différents mondes avec des codes et je me voyais faire
mais c'était naturel, c'était automatique, jusqu'à un moment où ça a été coûteux et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin d'unification, mais ça s'est passé par un impératif, personnel. Mhm. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends beaucoup dans le discours des personnes HPI, dans cette hyperadaptabilité où voilà, ils vont avoir des groupes d'amis différents et on leur dit: «Alors, l'anniversaire des 30 ans ou des 40 ou des 50 ans, oh là là, je ne sais pas si je vais inviter tout le monde parce que je ne sais pas si tel groupe va s'entendre avec tel groupe, si» voilà, et cette même chose dont je parle pour moi, que j'ai beaucoup entendu, voilà, de cloisonner ce qu'il va y avoir au travail, ce qu'il va y avoir dans la vie, intime, et ces différentes parts de soi qui ont du mal finalement à s'unifier. Et Mhm. ça a aussi un coût à l'intérieur de soi. Voilà, c'est un vrai clivage qui se met en place et comme je l'ai dit effectivement, Florence Marie, c'est le reflet du Ouais. clivage de notre société, qui est vraiment présent. Pour autant, cette hyper adaptabilité du HPI, va, comment dire? Va créer du clivage malgré soi et c'est ça qu'il va y avoir à travailler parce que les conséquences, elles sont coûteuses, quand le soi n'est pas unifié. Oui. Vas-y, je t'en Et prie. oui, les conséquences, on les retrouve, à différents niveaux. Donc les conséquences, ça va être cette énergie dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment, extrêmement, présent et très inconscient. Toute l'énergie qu'il faut pour se suradapter, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur le corps. Ça peut avoir un impact sur notre santé parce qu'à force de se rendre hyper vigilant comme ça, eh bien, on active tellement de choses en nous que, bah, forcément, le système immunitaire, à un moment donné, il va réagir. On peut effectivement arriver jusqu'à un burn-out sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des problèmes de sommeil, des problèmes de sommeil parce que cette hypervigilance permanente, elle va forcément, amener quelques interruptions en termes de sommeil, quelques difficultés. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des problèmes de mémoire aussi parce que cette fatigue, elle va engendrer des choses au niveau, physiologique et donc la fatigue entraîne le fait que, ben oui, on n'est plus opérationnel. Alors si on n'est plus opérationnel, qu'on n'a plus de mémoire, qu'on n'est pas bien, qu'on n'arrive plus à réfléchir, le manque de sommeil, ça va forcément provoquer aussi un manque de créativité. Donc on va se sentir moins performant. On va donc avoir une estime de soi qui va se casser la figure. La confiance en soi peut être atteinte également. Donc, vous voyez, c'est toute une boucle comme ça qui part de quoi? Qui part de cette suradaptation, de cette hyper-adaptabilité. Donc, il y a vraiment des répercussions parce que ça passe forcément par le cerveau, hein. Il y a souvent des problèmes aussi au niveau hormonal qu'on peut retrouver à cause de ça. Et je pense qu'on n'a vraiment pas conscience, j'insiste là-dessus, parce qu'on n'a pas conscience de à quel point ça nous demande une énergie. Euh, je vois ça, j'en parle souvent, je suis moi une fan de cours de pilates, je fais du pilates depuis 10 ans et je vois à quel point, bien souvent, on va chercher des ressources dans notre corps inutiles. Et j'ai un prof formidable qui souvent nous dit: «Mais pourquoi vous forcez tant? C'est pas la peine!» Et vous voyez, il y a vraiment quelque chose de je veux être suradapté, je veux faire plus encore et on est dans le trop dont on parle souvent, hein, chez les HPI. Il y a toujours ce trop, il y a toujours ce trop. Mais cette énergie, bah, elle est là, il faut aller la chercher et on la dépense alors qu'on pourrait la garder pour nous. Mais on n'en a pas conscience du tout. Donc il y a vraiment une dépense énergétique sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur vraiment tous les plans. Il y a vraiment Mmh. beaucoup, beaucoup à voir. Alors moi, je vous invite vraiment à vous interroger sur, comment vous vous suradaptez et quelles conséquences ça peut avoir sur, vos vies, vos comportements, votre quotidien, sans vous en rendre compte. Qu'est-ce que ça va vous demander comme énergie? Quel est votre carburant? Parce que vous ne vous en rendez forcément pas toujours compte. Tu es d'accord avec moi, j'imagine, Emmanuel? Ouais, complètement. Et je te remercie de l'avoir ramené au corps parce qu'effectivement, l'hyperadaptabilité va créer, de l'hyperexcitabilité, mais va créer ce que tu posais, une hypervigilance. Et cette hypervigilance, elle a une conséquence directe en fait, hein, c'est pas conceptuel. On a un corps avec un système nerveux C'est ça. et du coup, la conséquence de cette hypervigilance, c'est exactement ce que tu décris Magali, toutes les conséquences découlent du fait que notre système nerveux, on va dérégler le système sympathique et parasympathique Ouais. qui cherchent eux simplement à être en homéostasie, c'est-à-dire trouver un équilibre précaire, mais le plus constant possible dans quelque chose qui est toujours mouvant. Et le fait d'être tout le temps en hyper, en fait, le système nerveux est déréglé.
À partir du moment où le système nerveux est déréglé, les conséquences, elles sont toutes celles que tu as décrites, en fait, Magali. C'est ça. Troubles du sommeil, troubles digestifs. Du coup, troubles digestifs, eh bien, maintenant, on le sait avec notre deuxième cerveau, effectivement, problèmes immunitaires et tout ce que tu as décrit. Donc, c'est important parce que tu as posé quelque chose de fondamental, c'est que la majorité des HPI, et ça, on l'a déjà dit, on le redira et on le soulignera, on surlignera en gros, ne vivent pas dans leur corps, oublient leur corps. On parlait de clivage, sont clivés avec leur corps. Et du coup, cette hyperadaptabilité dont ils n'ont pas conscience, eh bien, en fait, ils ne veulent pas voir les symptômes directs que le corps exprime dus à cette hyperadaptabilité dans la perte d'énergie et le dérèglement que ça génère à l'intérieur de soi. C'est ça. C'est ça. Mmh. Et ça, c'est J'accompagne fondamental. Oui, j'accompagne quelqu'un depuis quelque temps qui me disait la semaine dernière, cette personne, elle est vraiment en train, c'est une femme, elle est vraiment en train de mesurer son seuil ou son niveau de suradaptation, de comment elle a fait pour jusqu'ici être toujours dans le plus, toujours plus, toujours plus, toujours s'adapter, se suradapter à son boulot, à ses amis, à sa vie de famille, à ses enfants, etc. Et qui, aujourd'hui, en prenant conscience de tout ça et en ayant posé comme ça des mots et de la conscience sur certaines situations de vie qui sont les siennes, elle se rend compte à quel point elle peut enfin lâcher et elle est en train de se récupérer physiquement. C'est juste impressionnant, puis c'est très beau à voir. Je voudrais vous le partager, mais je ne peux pas. C'est vraiment un épanouissement qui arrive d'un coup parce qu'il y a quelque chose qui a bougé dans son travail, dans toutes les prises de conscience qu'elle a pu faire dernièrement, et où elle se dit, mais pourquoi je me fatigue autant? C'est tellement simple quand j'accepte que ce soit plus loin, que ce soit plus lent, que je ne suis pas obligée d'en faire trop, que je suis comme je suis, qu'on me prend comme je suis et que finalement ça passe aussi. Elle est en train de faire des prises de conscience énormes et ça a des répercussions énormes sur sa santé. Elle a un sommeil qui était difficile, qui est en train de s'améliorer. Et j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a fait chaud au cœur la semaine dernière quand elle a posé tout ça, de voir à quel point ça avait de telles répercussions, de pouvoir avoir pris conscience de ça. Voilà, j'avais envie de témoigner de ça. Super, merci Magali. Et du coup, donc on a évoqué cette conséquence, celui du faux self, celui de la perte d'énergie. Je pense que ce qui est aussi important dans les conséquences qu'on voit de manière presque systématique des personnes qui sont dans l'hyperadaptabilité, enfin des HPI qui sont dans l'hyperadaptabilité, c'est les conséquences que ça va avoir, cette hyperadaptabilité, sur des HPI qui ont des failles narcissiques. Oui. À savoir que, comme tu disais, OK, il y a l'adaptabilité à l'environnement, mais jusqu'où? Les personnes qui ont une faille narcissique, c'est des personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes parce qu'elles ne se connaissent pas elles-mêmes et vont avoir tendance à projeter sur l'autre des parts d'elles-mêmes qu'elles sont. D'ailleurs, Petit Colin l'a très très bien décrit pour parler des personnes qui sont dans leur faille narcissique avec l'hyperadaptabilité et qui appellent les pervers narcissiques. Ben oui. Donc, je vous invite vraiment à lire ces livres parce que c'est super intéressant. Mais ce que l'on rencontre souvent dans les failles narcissiques, c'est le fait de s'être perdu. C'est-à-dire que comme il y a peu d'estime de soi et comme il y a peu de connaissance et de confiance en soi, en fait, les HPI qui sont hyper adaptables comme des caméléons et qui ont une faille narcissique vont accepter des choses qui sont inacceptables. Et en fait, ils vont aller au-delà de ce qui est normal, au-delà du tolérable. Ça, on l'entend beaucoup. Moi, en séance, je suis obligée, par exemple, là, j'ai une femme qui est vraiment hyper adaptée depuis tellement longtemps, qui est HPI, qui vit en couple et il y a peut-être presque plus d'amour dans le couple. Mmh. Et en fait, elle commence seulement à s'en rendre compte parce que pendant des années, elle a accepté ce qui n'était pas acceptable. Absolument. Elle a accepté de ne pas avoir de tendresse, alors qu'en fait, elle en avait besoin. Mais elle s'est hyper adaptée parce qu'elle s'est dit, bah, mon conjoint est comme ça, donc bah, c'est pas grave, je vais faire avec. Du coup, elle a mis de côté ses besoins. Mmh. Et puis, ça a été plus loin. Alors, rien de grave en fait, en soi, il n'y a pas de violence, mais finalement, elle a mis de plus en plus des besoins de côté
pour s'adapter à l'autre et elle arrive à un seuil qui n'est plus normal. C'est-à-dire une vie de couple où il y a peu d'échanges, où finalement c'est une sorte de colocation, où il y a plus grand-chose en fait. Heu et quand on le pose, eh bien, elle est en train de se rendre compte que pendant des années, elle s'est laissée ronger petit à petit par cette hyperadaptation, par cette hyper-empathie à l'autre, où elle n'a pas remis en question ce que faisait l'autre, elle n'a pas écouté ses besoins et elle les a mis de côté. Et ça, c'est le problème des HPI qui sont hyper caméléons et qui ne sont pas centrés sur eux. C'est qu'ils ne vont pas écouter leurs besoins. Donc, tu l'as évoqué très bien, Magali. Déjà, premièrement, ils n'écoutent pas leurs besoins corporels, c'est-à-dire que quand le corps se manifeste, ben, on n'écoute pas. Mais les besoins émotionnels, les besoins liés à nos valeurs, les besoins d'épanouissement, les besoins d'amour, même jusque-là, ce fonctionnement d'hyperadaptabilité vient renier et rogner des parts qui vont jusque-là. Moi, j'ai même des thérapeutes qui sont tellement dans l'hyperadaptabilité, HPI, hyper empathique. J'ai une dame comme ça qui a découvert que son mari était pervers narcissique parce qu'elle a accepté l'inacceptable. Voilà, parce que trop de tolérance. Et j'irais même plus loin, non seulement il y a des personnes qui sont capables d'oublier leurs propres besoins, mais même d'épouser les besoins de l'autre, Oui, sans se rendre compte à quel point ça n'est pas elle. Alors je dis elle, des personnes, ça peut être aussi bien masculin que féminin. J'ai le souvenir de cette personne qui était dans une dépendance affective. Vous voyez, c'est ce qu'on disait au départ aussi, hein. On parlait de cette peur de l'abandon, ce besoin d'amour, ce besoin d'être reconnu et d'être aimé. Eh bien, cette personne-là était dans un besoin affectif, une dépendance affective énorme et à un moment donné de son accompagnement, donc elle rencontre quelqu'un avec qui bon, bah, tout se passait bien et jusque-là, c'est une personne qui me décrivait dans sa façon de vivre et ses valeurs et ses besoins, l'importance que prenait la famille et donc les réunions familiales, rencontrer la famille, pour elle, c'était vraiment quelque chose de très important. Elle rencontre cet homme et puis, bon, la relation suit son cours. Ça a duré quand même, on va dire bien, pas loin de 2 3 ans et pendant ces années-là, il y a eu un moment où, cet homme était plutôt froid, plutôt, c'était pas quelqu'un qui avait beaucoup de liens et qui était assez dur, quelqu'un qui ne témoignait pas de son affection. Mais, cette personne qui pourtant était en demande et pour qui c'était très important, prenait les choses comme ça. Et au point que, dans le cours de leur relation, elle n'allait plus, assister aux fêtes de famille parce que son compagnon donc, disait que: «La famille, moi c'est pas important, moi les fêtes de famille tout ça, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon truc, non, non, on n'y va pas». Et donc, elle s'est coupée de sa famille pour rester aimée de cet homme. Et pendant plusieurs mois, elle était vraiment de plus en plus éloignée de sa famille. Et dans ce qu'elle décrivait, quand les gens, les membres de sa famille lui reprochaient, elle disait: «Mais enfin, mais j'ai bien le droit de vivre comme ça, moi ça me va comme ça, mais qu'est-ce qui se passe?» Vous voyez, elle avait pris vraiment ce que cet homme vivait, elle le prenait pour elle et elle le vivait tout comme si c'était elle, alors que c'était pas du tout elle. Et quand elle a rompu, alors là, il s'est passé vraiment quelque chose de très, très différent et c'est là qu'elle a cheminé pour se rendre compte qu'en fait, elle était complètement sortie de qui elle était. Elle était vraiment dans quelque chose qui était tellement éloigné d'elle, mais elle était prête à épouser tout ce que cet homme vivait. Elle considérait que dire «je t'aime», ça servait à rien, alors qu'elle n'attendait que ça. Elle considérait que les fêtes de famille, on s'en fout, donc on s'en va en vacances pendant que les autres sont en famille pour les grandes fêtes de famille annuelles. Tout était complètement transformé, mais elle se persuadait que c'était bien pour elle. C'est pour ça que je dis ça peut aller très très loin et pour sortir de ça, ben, il faut un vrai travail. Ouais. Et ben, super, parce qu'effectivement, là, on vient de poser, en fait, les conséquences de ce fonctionnement d'hypercaméléon, heu et des effets, finalement, que ça a. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est de pouvoir aussi partir sur, OK, toutes ces conséquences sont là, mais on fait quoi, en fait, pour pouvoir en sortir? Et c'est ce que tu viens de poser, Magali. Les Pourquoi, en fait,
faire ce travail, eh ben, déjà pour aller récupérer l'énergie, comme tu l'as super bien témoigné Mhm. avec ta patiente, pour récupérer l'énergie corporelle, retrouver de la santé. Mais pour ça, on va remettre du coup au premier plan les besoins du corps. Pour ma part, enfin, c'est pas que pour ma part, mais peut-être parce que je suis plus d'obédience jungienne aussi et que du coup, en tout cas, je suis très imprégnée de cette, de ce travail-là. Mhm. Mais, clairement, ce côté hyper caméléon va permettre d'aller se réunifier. Et ça, c'est quand même alors même si c'est dur, même si c'est difficile parce que ça passe par voir à quel point on s'est égaré, à quel point on s'est perdu, à quel point on s'est confondu C'est dans ça, l'autre, c'est ça. à quel point on a pu écouter ses besoins. Donc, c'est un travail long, hein, je ne vais pas vous le cacher, hein, ça ne se fait pas, comme ça. Bah, sauf, pour les vendeurs de bien-être qui font ça vite fait, mais ça prend du temps et il va falloir revenir sur ses besoins. Voilà, quels sont mes besoins? Comme pour cette femme, finalement, la valeur famille est nécessaire, le C'est ça. besoin d'être aimé, c'est important et on va revenir sur se reconstruire là-dessus, mais autour d'une unité. Et avec aussi la conscience que cette hyperadaptabilité sera toujours, toujours là. Que quand bien même vous aurez fait tout le travail que vous voulez, quand vous arriverez dans un groupe, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous adapter, sauf que d'en avoir conscience. Ça va vous aider à, hem, au lieu de fondre dedans et d'en oublier d'autres parts de vous, ça va vous aider à dire: «OK, j'ai fait ma part d'adaptation, mais je vais aussi être moi et amener toutes les autres parts de moi dans ce groupe ou avec les personnes qui m'entourent» et surtout apprendre à affirmer ses besoins, à oser dire ce qu'on pense, à oser dire ce que l'on ressent. Ah, ça, c'est énorme et quand quelqu'un qui est hyper adapté fait ce travail, c'est magnifique et ça rejoint ce bouquin, je ne sais pas si tu le connais Magali ou si vous le connaissez, il est très beau, c'est un patient qui me l'a offert il y a 3 ans, de Marie-Joëlle Perron et je c'est «Haute sensibilité, les éclaireurs et les éclaireuses». Ah ah! Il est très, très beau et justement, ça parle de ça. Ça parle de ce cadeau qu'il y a derrière l'hyperadaptabilité. Le cadeau, c'est le fait d'assumer cette place d'éclaireur ou d'éclaireuse. Cette place, finalement, qui est par, comme tu l'évoquais Magali, l'hyperlucidité, le fait de voir, de sentir, de capter, d'analyser. Hem, Aussi les places de groupe, de comment ça se passe, où est le lead, où est pas le lead, quelle est ma place là-dedans, bref, tous ces jeux-là, permettent de pouvoir aussi prendre sa place. Et quand une personne qui est hyper caméléon ose prendre toutes les couleurs qu'il est, en fait, il va donner une place fondamentale dans le groupe, mais aussi dans notre société, dans notre culture, pour faire évoluer les mentalités, pour faire évoluer, pour décliver, comme, j'ai vu que c'était écrit exactement. Le nom de l'autrice, c'est, Perron, tu m'as dit, mais je me Marie-Joëlle Perron et elle a coécrit, mais je ne sais plus avec qui, j'en suis désolée. Marie-Joëlle Perron. on va le retrouver avec le titre. C'est de mémoire comme ça, hein, je suis désolée. Donc c'est aussi ça que ça amène. Moi, je sais que tout l'accompagnement que je fais des personnes qui sont, hyper caméléons, merci Anthony, Merci Anthony. ça va être, ce travail de se retrouver soi pour prendre sa place dans le monde et prendre sa place, c'est oser dire ce qui émerge à l'intérieur et pas forcément oser dire ce que l'extérieur attend qu'on dise. Mmh. Et ça, c'est important parce que les hypercaméléons ont malheureusement cette tendance à capter tout de suite les codes, à savoir qu'est-ce qu'on dit, de qu'est-ce qu'il ne faut pas trop dire, de où sont les jeux d'ego. Alors du coup, là, on fait attention. Mais parfois, on a un message à déposer. Et les hypersensibles, les HPI, ont un message à déposer, surtout à l'heure actuelle dans notre Oui. société. Et en fait, le vrai travail, c'est d'accepter, d'accueillir en fait la différence, mais sans forcément se fondre dans cette différence des autres. C'est accueillir la différence avec notre propre différence et vraiment oser cette différence à tous les niveaux. Non, ça, c'est vrai.
moi, mon message central, j'en reparle très, très souvent, c'est vraiment ça et sortir de la suradaptation, c'est ça, c'est se dire: «Bon, OK, ma suradaptation, elle va me permettre de créer des passerelles, bien sûr». C'est pour ça que je dis il y a du positif, hein, notamment dans le domaine professionnel, mais même personnel. Savoir se suradapter, ça permet d'aller négocier, d'aller discuter, d'aller, se comprendre, d'aller se rejoindre. Mais au-delà de ça, ben voilà quoi, il faut aussi être soi. Donc être soi, c'est être là avec sa différence et ne pas vouloir absolument être comme les autres et arriver à utiliser une part de notre capacité à nous suradapter et ensuite, revenir à qui nous sommes et faire accepter qui nous sommes comme nous sommes. Parce que ça crée de la richesse aussi. C'est ça qui va nous permettre de vraiment, développer nos relations. Si on est tous identiques, à quoi bon, hein? Et je te remercie parce qu'en t'écoutant, je m'étais dit: «Tiens, il faut que je le pose» et du coup, ça vient. C'est vraiment le travail que les HPI, caméléons ont à faire, c'est une histoire de mouvement. Mmh. D'ailleurs, derrière, il y a un mandala. Vraiment cette histoire du mouvement, de la concentration et de l'expansion. C'est ça. Mais du coup, pour s'expandre, il faut qu'il y ait un ancrage et les caméléons HPI hypersensibles, qui se sont perdus dans le faux self, comme on l'a évoqué, dans la perte d'énergie, comme on l'a évoqué, dans, des failles narcissiques, comme on l'a évoqué, bref, toutes ces conséquences qu'il y a sont dues au fait qu'elles ne sont pas ancrées en elles, ancrées dans la conscience d'elles-mêmes, conscience de leurs différences, comme tu viens de le poser, Magali. Mmh. OK? Mmh. Et accepter qui on est, c'est-à-dire accepter ce fonctionnement HPI, accepter cette hyperadaptabilité qui sera toujours là, accepter toutes les nuances de ce que l'on est, son histoire, etc., sa coloration, cet ancrage dans le corps et pas ailleurs, dans le corps. C'est ce qui fait que du coup, on peut aller dans le monde, même dans l'adaptabilité, sans se perdre. Et ça, c'est le mouvement de base, c'est aider les personnes qui sont caméléons à revenir sur une pensée circulaire, à revenir sur un mouvement, voilà, de soi à l'autre, de travailler cela dans le corps, dans l'esprit, dans les émotions. C'est vivant, en fait, ce qu'on est en train de dire. C'est pas conceptuel. Et je sais que les personnes qui sont HPI et dans l'hyperadaptabilité, toi, tu parlais du yoga, pilates, je sais que ça, c'est ton truc. Bah, moi, mon truc, par exemple, c'est vraiment le qigong et le tai chi parce que bah, ça m'appelle et je l'ai vraiment beaucoup appris, en fait, aussi dans le qigong. C'est-à-dire dans le qigong, dans le tai chi, on va faire ce mouvement d'intériorisation et on va faire des mouvements à l'extérieur et on va sentir, en fait, c'est cette amplification du mouvement, cette rétractation du mouvement qui revient à l'intérieur. Et le fait de travailler dans le corps aide aussi l'esprit et soi-même, Ça. quand on est en relation à l'autre, à vivre autrement. Un exercice tout simple que je donne à tous mes patients qui sont caméléons, c'est quand vous parlez et quand vous parlez avec quelqu'un, essayez en même temps d'avoir conscience de votre respiration et ça change tout. Parce qu'en fait, quand on parle à quelqu'un ou que quelqu'un nous parle et qu'en même temps, on écoute sa respiration, OK? On n'est plus dans l'autre, on est avec l'autre, parce qu'on est d'abord avec soi. Donc c'est vraiment tout ce travail-là qu'il y a dans l'hyperadaptabilité et le caméléon. Donc les solutions, elles sont, vous l'avez compris, comme nous le disons toujours avec Emmanuel, dans le travail sur soi. Et le travail sur soi, ça passe par un accompagnement en général, mais un travail qui va être dans la globalité. Il faut travailler sur le mental, le corporel, l'émotionnel, enfin tout est là, tout est le spirituel, tout est là. Et ce travail va permettre l'harmonisation, la réunification, mais pouvoir jouer de notre capacité d'adaptation. C'est ça l'intérêt. C'est oui, les HPI sont plus suradaptés que les autres ou se suradaptent plus facilement que les autres, mais ça peut être aussi leur force. En tout cas, ça fait partie de leur force parce que c'est important de pouvoir, encore une fois, je le disais tout à l'heure, on peut le dire de différentes façons, c'est important de pouvoir aller vers l'autre avec nos capacités pour créer du lien, pour créer le lien, mais ensuite,
savoir aussi, avec toute notre conscience, où sont nos limites, ce que nous aimons moins et comment nous nous façonnons ensemble ou comment nous faisons de l'ensemble, hein, du commun et du différent, mais comment nous nous relions. Voilà, Mm. c'est ça. Bah, tu as tout dit, Magali, en fait. C'est vraiment la force, le cadeau qu'il y a derrière cette hyper-adaptabilité. Certes, c'est douloureux quand on s'est perdu. Certes, c'est difficile, ça demande du temps, ça demande un vrai travail sur soi. Mais le cadeau qu'il y a derrière ce fonctionnement d'hyper-caméléon, c'est ce que tu poses là, c'est la force du lien, la force de la reliance C'est ça. qui est présente. Souvent, j'explique à mes patients que peut-être il faut aussi regarder des fois dans les autres différences le fait que, OK, des fois c'est peut-être difficile d'être hypersensible et d'être dans l'hyperadaptabilité parce que ben, il faut être dans cette vigilance et dans ce fort ancrage à soi et que Mm. c'est peut-être plus fatigant que d'autres personnes. En même temps, qu'est-ce que c'est extraordinaire parce que cette hypersensibilité, elle permet des connexions, des compréhensions du monde que d'autres auxquels les autres n'ont peut-être pas accès. Et cette hyper-adaptabilité, elle donne la possibilité d'anticiper, de voir plus rapidement, de pouvoir être des fois des alerteurs, des alerteuses, des éclaireurs, des éclaireuses. Et il en faut, en fait, d'être avant-gardiste. euh, mais prendre sa place, c'est ça qu'il faut. Voilà, prendre sa place, oser prendre sa place. Mm. C'est, je crois vraiment, le message magnifique qu'il y a pour les personnes qui sont caméléons. Quelles que soient toutes les couleurs qui les composent, comme tu le disais, tu vois, avec leur patchwork. Au contraire, comme un Elmer. Moi, je sais que j'adore, je ne sais pas si vous connaissez ce livre pour enfants qui s'appelle Elmer. C'est un éléphant de toutes les couleurs. Et les gamins qui ont une différence adorent les petits, en fait, ce livre-là. Mhm. Voilà, c'est comme Elmer. Une fois qu'on trouve sa place dans le groupe se réfère aussi à ces individus. Alors, ce n'est pas facile. Ça demande de dépasser beaucoup de peur, ça demande de se retrouver soi, et surtout un ancrage fort dans ses valeurs, dans ses besoins et dans les ressources qu'on a à l'intérieur. Mm. Et il y a des connaisseurs d'Elmer, hein. Ouais, je vois ça. Je ne sais pas si tu vois autre chose, Magali, à rajouter, mais j'ai l'impression qu'il y a On plein a de fait, belles je choses. pense, un joli tour. Ce qui me venait en t'écoutant et en réfléchissant à la fois, puisque bien sûr on écoute et on réfléchit à la fois, c'est un indice qui peut vous aider parfois, le besoin d'isolement. Souvent on dit dans nos conférences, selon les thèmes qu'on aborde et la façon dont on les aborde, que les HPI ont besoin d'être en lien avec les autres, mais que parfois ils ont besoin de retrait aussi et qu'ils ne savent pas toujours le voir, hein. C'est quelque chose qu'on a souvent évoqué. Et je me dis, ça, c'est parfois un indice. C'est-à-dire qu'il y a le besoin d'isolement, que je dirais entre guillemets sain et positif, où vraiment on reconnaît que bon, on en a fait beaucoup, puis là on a besoin un peu de se reposer, de s'isoler des autres, d'être entre soi et soi, de se laisser aller à rien faire ou à lire ou à bouquiner ou à je ne sais quoi, vraiment d'être en retrait. Mais parfois ce retrait, il peut être motivé par justement la grande fatigue provoquée par la suradaptation. Et je vous invite à observer ça chez vous, si vous en avez cette capacité de pouvoir voir la différence entre les deux. Pour moi, c'est un signe important que j'essaye de capter. Quand j'ai besoin de retrait comme ça, est-ce que c'est un besoin de retrait que j'appelle sain ou bah oui, j'ai besoin, c'est mes vagues à moi et j'ai besoin parfois, j'aime beaucoup être avec les autres, mais j'ai aussi besoin de retrait, chose que j'ai admis tardivement, disons-le. Je l'avais pas, je suis restée pendant des années sans le repérer. Aujourd'hui, je sais faire, mais parfois, il peut y avoir des moments où ce besoin de retrait est motivé par la grande fatigue générée par la suradaptation. Donc voilà, ça peut être un indice pour vous de vous dire: «Ah là, je suis peut-être allée un peu trop loin» ou «Là, j'ai tiré sur la corde» ou voilà. Bon, j'avais envie de noter ça tout à l'heure quand on parlait de je crois que c'était sur le burn-out peut-être. Voilà. Je sais qu'un des indices souvent que mes patients et patientes me donnent, c'est après avoir vécu un événement avec un groupe, famille ou travail, peu importe, c'est l'effet de la rumination. Oui, Et quand il y a rumination, ça veut dire qu'il y a eu hyper-adaptation, mais surtout oubli, d'écouter sur le coup ses oui, besoins, ses valeurs, ce qu'on avait peut-être à dire,
à partager, à être, parce qu'on s'est mis dans ce mode-là, Ouais. sans être ancré à l'intérieur de soi. Donc il y a aussi cet effet parfois de rumination, je le donne comme ça, qui vous permet d'avoir cet indice, de se dire: «Tiens, bah, là, je me suis peut-être pas écoutée». Après, il y a pas d'idéal et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de poser pour tout le monde, parce que je sais que les HPI sont très perfectionnistes Mmh. et du coup, il y a pas d'idéal. Cette hyperadaptabilité, elle sera toujours là. Donc il y aura toujours, même quand vous aurez fait du travail sur vous, plein de fois où vous allez vous faire avoir, vous allez aller dans un groupe et puis vous allez ruminer en disant: «Ah, ah j'ai oublié de dire ça, ah j'aurais dû, ah mince, j'aurais» et oui, c'est normal. Donc c'est pas grave. Va falloir apprendre à aimer cette hyperadaptabilité avec beaucoup de bienveillance Ouais. parce qu'à des moments, bah, vous retournerez dedans. Oui, et il ne faut pas confondre non plus, avec, comment je dirais? Quand vous décidez d'aller quelque part, par exemple, et que vous n'avez vraiment pas envie, il ne faut pas regarder ça d'un œil négatif en disant: «Ouais, j'ai pas su là, m'écouter, c'est pas ça dont j'ai envie, je me suradapte» et cetera. Non, il y a parfois où des situations dans lesquelles c'est bien aussi de vivre en société, d'être en contact avec les autres, mais encore une fois, à partir du moment où c'est conscient, c'est vécu totalement différemment. Et c'est des choix qui sont à faire. Quand on est Exact. trop fatigué, on a encore plus de mal à faire des choix. Déjà, sans être fatigué, on a du mal quand on est HPI. Mais quand on est fatigué, on a du mal à faire des choix. Mais dites-vous que vous choisissez aussi certaines situations qui sont moins confortables que d'autres, mais vous faites des choix globalement. Et c'est pas parce qu'on a cette conscience de notre capacité à se suradapter qu'il faut refuser tous les endroits où on n'a pas envie parce que, ben voilà, il y a forcément des choses dans la vie dont on n'a pas envie à 100, mais qui sont importantes à notre équilibre et à notre épanouissement. Bien sûr, exactement. Qu'est-ce que je vais chercher à cet endroit-là? Voilà. Et Mmh. puis, peut-être parfois se dire: «Bon, oui, j'ai pas envie, mais bon, j'y vais parce que pour des raisons familiales ou professionnelles ou je ne sais quoi», et se dire: «Mais de toute façon, si j'y vais avec un autre état d'esprit, je vais forcément y trouver quelque chose. Si je m'ouvre à la nouveauté, si je m'ouvre à la surprise, ben voilà, j'y vais sans avoir envie, mais peut-être que quelque chose se passera», et bien souvent ça marche comme ça d'ailleurs. Donc peut-être qu'on peut vous donner la parole si vous nous sommes des idéalistes en puissance. Oui, ça c'est sûr. Eh bien oui, je pense qu'effectivement le temps de la conférence, est terminé, si ça vous va et le temps de parole est ouvert, que ce soit dans le chat ou alors si vous souhaitez enlever le Pouvez oui, micro et parler directement. Ah super Stéphanie. Stéphanie veut alors, voilà, bah, Stéphanie peut ouvrir son micro, OK. Merci beaucoup. Je suis hyper touchée, mais vraiment. Alors, j'espère que j'ai pas les larmes qui vont monter parce que j'ai pas envie de pleurer. C'est pas Mais grave. j'ai été vraiment touchée de reconnaître, je crois, toutes les phases de la vie que j'ai traversées depuis que je suis née, en fait. Mmh. Et j'avais envie de partager un truc, c'est que je fais partie de ces personnes qui sont allées beaucoup trop loin, Mmh. à la fois dans ce que j'ai pu porter comme projet et que j'ai porté plus loin que le bout des limites, qui se sont manifestées par plusieurs burn-out. Et vu que j'ai toujours pas écouté et que j'avais encore quelque part à gratter pour aller chercher de l'énergie là où il en restait, je me suis abîmée et je me suis effondrée Mmh. complètement. Donc c'est au-delà du burn-out. Euh, et, et donc, je suis encore, ça fait 12 ans que ça arrivait au moment de la naissance de ma fille. Et Ouais. donc, j'ai vraiment perdu toute mon énergie vitale au cours de cet épisode. Et je reste encore hyper fragile avec une énergie qui est souvent pas disponible. Donc, je suis encore en train de réapprendre à revivre. Mmh. Et visiblement, des atteintes aussi au niveau système nerveux central. Ouais. Donc, je suis vraiment dans je suis vraiment en fait, j'ai du tout réapprendre, plus ou moins. J'étais pas un légume, hein, mais à la fois, il y a quelque chose en moi qui a dit stop au faux self, stop à l'hyperadaptation, stop à tout ce que tu as été jusqu'à maintenant, casse-toi la gueule. Voilà. Mmh. Donc, j'invite vraiment. Alors, pourquoi je prends la parole? C'est déjà pour dire attention, parce que quand ça arrive, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient, enfin voilà, on peut avoir à un moment envie d'arrêter de se battre,
Et donc, pourquoi je prends la parole, c'est parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui pour moi, c'est que je suis encore en cours de récupération de part de moi. J'ai la chance de me rencontrer aussi en même temps, et c'est magnifique. Je suis en train de prendre conscience de ces potentiels qu'on a, c'est un truc de fou, voilà, d'apprivoiser ça, mais en même temps, je ne sais plus les réinvestir dans la relation sociale. Donc, je suis très, très seule. Je suis dans une région qui n'est pas très, très ouverte d'esprit encore. Et moi, je me suis beaucoup ouverte. J'ai beaucoup appris à Montpellier, parce que j'ai eu l'occasion de vivre 12 ans, donc j'ai appris beaucoup. Et enfin, je vais essayer de pas prendre trop de temps. Et tout ça pour dire que là, je sais plus. Je me rends compte que quand je suis au milieu des gens, alors non seulement je suis avec des gens qui ont, pour la plupart, pas fait le chemin. Moi, j'ai fait un chemin de reconstruction, de découverte, et aussi un chemin spirituel, de conscience, et aussi sur la transition. Oui. Et je suis en décalage complet, et aussi sur l'intuition et sur le lien à la nature. Et donc, je suis en décalage complet, et je suis toute seule. Et quand j'essaie de retrouver les humains, c'est ce que je dis tout le temps, je retrouve les humains, et ben je ne sais pas. Je ne sais plus où chercher, et c'est c'est souvent violent, et c'est souvent douloureux. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Et puis la deuxième chose que j'avais envie de partager, alors là, c'est une expérience sur le lien au corps. Et j'ai pu vivre dans les soins que j'ai reçus, des soins énergétiques avec du toucher, qui ont été pour moi le shiatsu, qui a permis de retravailler l'énergie du corps avec du toucher. Et effectivement, en étant au potentiel, j'ai découvert la puissance d'être invitée à retourner dedans. Et à la fois par le toucher du corps, mais aussi par le fait que ça vient travailler l'énergétique et que ça ramène dans l'équilibre énergétique. Ça redescend tout ce qui est de l'énergie qu'on vient enfermer là-haut. Et que c'est pour moi, et c'est une des intentions que j'ai parce que je suis formée en shiatsu et j'espère bien pouvoir un jour offrir ça au monde. Je pense que ça fait partie des soins précieux pour le haut potentiel. Et j'avais surtout envie à la fois de dire mon désarroi sur ce que je vis encore aujourd'hui et en même temps envie de dire que je pense qu'il y a un outil hyper précieux que vous avez évoqué en parlant d'énergétique, mais je pense que l'effet toucher et ancrage de l'énergie dans le corps est vraiment très utile. Voilà, je vous remercie de m'avoir offert cet espace. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Et effectivement, les deux points vont dans le même sens, je dirais. C'est vraiment le rapport au corps, parce que même dans ce que vous décriviez de comment je vais vers les autres, qu'est-ce qui se passe, je crois que la clé, c'est vraiment toujours s'en référer à soi. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et le reste suit. Ô combien important ce corps, ô combien important. Je me permets de prendre 3 secondes pour dire un truc. Manu, je suis dit tu. Je me permets, Manu. Hein. Ah oui, moi aussi. J'ai adoré quand tu as dit revenir à la respiration quand on est en lien avec l'autre pour ne pas aller se fondre dedans. Parce que c'est quelque chose que j'expérimente. Parce que en fait, quand je suis avec les gens, je vois leur paysage intérieur. Et la plupart du temps, ils ne le connaissent même pas eux. Donc, c'est hyper compliqué à vivre pour moi. Et pour ne pas aller me fondre là-dedans, je découvre en ce moment ça. Je viens sentir mes pieds au contact du sol, où j'essaie toujours de rester dans mon espace intérieur. Et c'est pareil, je ne l'avais jamais fait avant et c'est magnifique. C'est énorme. Hein, ouais, c'est énorme. Ouais, et merci vraiment d'avoir partagé ça. Simple et si précieuse. Ouais, c'est ça. Bon, allez, je m'attends maintenant. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Et donc, qui veut intervenir? Alors, je vois le noir, je ne sais pas quel est le prénom, mais le noir peut intervenir. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, donc je voulais compléter, me dire que je me retrouve à la fois dans ce que vous avez partagé et aussi dans le témoignage de Stéphanie juste avant. Moi, j'ai découvert mon HPI tardivement, j'avais 44 ans,
quasiment, à travers mon fils. Une situation professionnelle très chargée, etc. Et je suis en plein burn-out. Et j'ai complètement craqué, je suis vraiment passée à travers. J'ai découvert aussi que j'étais allée au-delà de mes limites corporelles, on va dire. C'est-à-dire que j'ai pris 50 kilos. Enfin, mon corps, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout chez moi. D'accord. Voilà. Et donc, tout ce que vous avez partagé ce soir me parle énormément sur le retour au corps, puisque dernièrement, justement, c'est là où ça fait écho avec le témoignage de Stéphanie. Dans le cadre de mon processus thérapeutique, j'ai été amenée à faire un massage corporel assez intense. Alors, ça a été violent, on va pas se mentir, pour moi, en tout cas dans mon ressenti. Je suis quelqu'un qui n'aime pas être touché, qui n'aime pas. Enfin, c'est très compliqué tout ça pour moi. Et j'avais l'impression durant ce massage de pleurer, mais non pas des yeux, mais de tous les pores de mon corps, en fait. C'était une expérience très forte. Et depuis, je crois que ça a fait un déclic. Je commence à aller mieux. Je commence à, comment dire, pas à m'occuper de mon corps, mais en tout cas à arrêter de lui faire mal. Et ça, c'est vraiment une grande première chez moi. Et c'est vrai que je pense que voilà, ce passage par le corps pour les HPI, parce que moi je vis dans mon cerveau en fait, je vis dans mes passions, je vis dans mes lectures, dans tout ce que je découvre. J'adore découvrir plein d'univers nouveaux, différents. Le côté aussi très cloisonné de ma vie avec des univers qui se juxtaposent mais qui ne se croisent que très peu finalement. Ben voilà, tout ça, ça me parle. Et je pense que voilà, les quelques astuces que vous avez données, notamment de, voilà, j'ai beaucoup aimé l'astuce d'Emmanuel et ça m'a parlé de dire voilà, quand vous parlez, respirez, mais sentez-vous respirer pour bien vous concentrer sur vous. Je pense qu'il y a d'autres choses de cet élément-là qui vont beaucoup aider. Voilà, donc je voulais surtout vous remercier en fait. Merci. Merci. Merci à toutes les deux pour vos témoignages parce que ce qui est beau, et merci Elodie aussi dans ce que tu poses dans la discussion, c'est-à-dire à travers le toucher. Toi, tu vas pratiquer la kinésio et l'argile. C'est quelque chose que tu dois avoir aussi, Magali, au cabinet. Mais les HPI hypersensibles et qui sont caméléons, donc dans l'hyperadaptabilité, quand ils vont faire ce travail de réancrage parce qu'ils ou elles se sont perdus, vont découvrir en fait leur voix. Alors c'est pour ça que peut-être j'ai peut-être du mal des fois de parler d'une voix parce que en accompagnant chaque individu, je me rends compte que chacun et chacune, on va aller vers ce qui est bon pour soi. Et du coup, ben voilà, pour certains, ça va être le shiatsu, pour d'autres, ça va être la kinésio, pour d'autres, ça va être les bains de forêt, pour d'autres, ça va être comme moi le qigong, pour comme toi le yoga, pilates, pour d'autres, bref. Mais ce qui est fondamental, c'est effectivement d'aller trouver ce qui nous aide à nous ancrer. Et je sais que pour toutes les personnes HPI, quand elles trouvent leur truc, c'est un peu la révélation. Et c'est ce que vous avez témoigné, Stéphanie. Et j'ai pas retenu ton prénom, je suis désolée. Oui, je vois le noir. Tu as dit? le noir, mais je ne sais pas quel est son prénom. Ah mince. Sophie, excusez-moi, Sophie. Sophie, ok. Pas de souci, Sophie. Merci. Et effectivement, bah, comme tu le posais, Sophie, en fait, il va y avoir cette libération, en fait, comme une sorte de libération par des pleurs, des choses qui viennent. Moi, ça me parle fort, là, j'en parle, mais moi, je sais que la première fois, je faisais de la danse, je vivais dans ma tête, et je faisais ma thèse. Et puis, en fait, j'ai la prof de danse africaine qui est tombée malade. C'est la prof de danse Qigong qui est venue à la plage. Je ne connaissais pas le Qigong. Elle a commencé son cours de Qigong. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pendant tout le cours, j'ai pleuré. Et je pleurais parce que je sentais mon corps en vie comme je ne l'avais jamais senti jusqu'alors. Et je sais que cette sensation, elle m'est restée... je le sens encore, je suis encore capable de me souvenir de ça de manière très forte et de manière très vivencielle. Et je crois que c'est ça qui a fait que tout d'un coup, pour moi, le Qigong a été une sorte de révélation parce que mon corps l'a vécu, l'a parlé. Et je fais du yoga pilates ou j'essaye d'autres choses, ça me parle, c'est génial, hein, je ne remets pas en question, mais ça ne fait pas la même chose. Voilà. Alors que j'ai vécu les mêmes choses, tu vois, avec le Pilates. C'est drôle. Je me souviens, les premières années, il y a eu des moments, des séances incroyables où j'allais faire mon cours tranquillement.
Et puis, à un moment donné, quelque chose se déclenche, je ne sais pas pourquoi, et il y a un flot de larmes qui sort, et c'est tellement libérateur, et ça fait tellement de bien, mais je ne me demande pas pourquoi. Et moi, c'est ce qui me plaît dans Pilates. Alors, bien sûr, Pilates, bon, après, chacun trouve, comme dit Emmanuel, et on le dit tout le temps, chacun va trouver sa propre pratique, ce qui va lui parler le plus. Mais ce que j'aime en Pilates, moi, bon, j'ai la chance d'avoir tout près de chez moi un pro de chez Pro, et en fait, il nous emmène lors de chaque séance. Depuis 10 ans que j'y vais, j'ai jamais eu 2 séances identiques. Le principe est toujours le même, il y a vraiment un travail de fond où on va se centrer, se concentrer sur une partie du corps, et ça, rien que ça, pour moi, c'est bon parce que je coupe là du côté du mental. On est vraiment centré sur la respiration et une partie du corps, et on est tellement dans cette recherche d'intégrer la partie du corps sur laquelle on travaille en faisant des mouvements qui sont toujours plus ou moins les mêmes d'une séance à l'autre, mais par contre avec une intention différente. Et du coup, il se passe chaque fois des choses différentes et nouvelles. Et quand on est HPI, on a besoin de nouveautés, on a besoin d'être surpris. Moi, il y a des pratiques que j'ai eues par le passé, bon, j'en ai fait pendant quelques années, puis au bout d'un moment, je me suis un peu lassée. Là, je ne me lasse pas parce que ça amène toujours de la surprise. Donc, je crois que chacun va aller chercher quelque chose qui lui convient. Peut-être ça va être pendant un temps, peut-être après on va passer à autre chose, mais surtout, trouver quelque chose qui vous permette de couper le mental. De couper le mental. Et ça peut être une activité sportive aussi. Faites du cheval, si vous êtes que dans le mental, ça ne va pas durer longtemps, quoi. Donc, il y a vraiment cette recherche de la conscience corporelle. Et Florence Marie, tu témoignes que tu as vécu la même chose dans les ateliers qui relient. Les ateliers qui relient, qu'on appelle le TQR, c'est un magnifique travail qui a été créé par Joanna Macy il y a plus d'une vingtaine d'années aux États-Unis dans l'accompagnement des personnes pour essayer de changer leur vision face au nucléaire. Et ce travail, il est magnifique. C'est un travail sur 4 étapes et qui va justement travailler en profondeur, Florence Marie. Et donc, on le pratique beaucoup dans le cadre de l'éco-psychologie, dans les éco-pratiques. Et c'est effectivement un magnifique travail que je peux recommander au-delà du côté, bien sûr, écologique et de l'ouverture de la conscience au monde. C'est un magnifique travail en profondeur pour les hypercaméléons parce que ça les aide à travers ce travail de spirale fait par Joanna Macy en 4 étapes à pouvoir se recentrer à l'intérieur de soi. Et justement, dans les ateliers du travail qui relie, j'ai l'impression quand même qu'on a un certain nombre de personnes HPI qui sont justement extrêmement sensibles à toutes les problématiques environnementales, à tout ce qui se passe par rapport, enfin voilà, toutes les émotions liées à la destruction du vivant, en fait, on les ressent, mais alors d'autant plus fort, et du coup, on est d'autant plus en éco-anxiété, en détresse par rapport à tout ça. Et franchement, moi, ce que j'ai vécu dans ces ateliers, ça a été une révélation. C'est pour ça que je suis devenue facilitatrice du travail qui relie justement avec aussi en amenant beaucoup de choses par rapport à la sécurité psychologique. Parce que justement, je trouve que quand on est HPI, on a d'autant plus besoin de sécurité psychologique que dans un groupe. Et quand il n'y a pas cette sécurité psychologique, ça peut être justement très compliqué les stages ou les ateliers de travail en groupe. Ouais, tout à fait. Merci Florence Marie. Tu vois, je vais donner une conférence dans quelques temps là-dessus sur les HPI hypersensibles et la crise écologique et l'éco-anxiété. Et ce que tu poses avec le travail qui relie, je te rejoins tout à fait. En tout cas, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller lire les livres de Joanna Macy. Je vous le mets dans le chat. Oui, note-le. C'est magnifique. Super. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres choses que vous voulez peut-être dire avant qu'on clôt témoignages. Oui, moi, je veux bien. Oui. Émilie. Alors, juste, moi, je veux bien partager sur quelque chose que j'ai trouvé qui m'a apporté beaucoup de bien. C'est le fait d'aller souvent en nature et du coup de trouver, pour ma part, comme un sentiment d'appartenance. Parce que quand on a un profil atypique, on n'appartient jamais trop à un groupe. Donc, il y a un manque, en fait. Et j'ai découvert que,
en trouvant une appartenance en développant un contact avec la nature, une connexion. En fait, c'est comme s'il y a des choses en moi qui se sont adoucies en fait et qui se sont comme calmées par rapport à avant une sorte un peu un stress permanent, mais dont on se rend pas vraiment compte parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'appartenance qui fait qu'on se détend en fait parce qu'on a besoin de ça. Et voilà, donc c'était juste pour témoigner de ça que en fait, si on ne trouve pas ça avec un groupe, avec des gens, on peut trouver ça ailleurs en fait. Ça peut être dans une relation, voilà, avec des choses, des animaux ou des éléments de la nature, etc. En fait, parce que sinon, on peut un peu passer j'ai un peu l'impression qu'on peut passer toute sa vie à peut-être chercher des groupes de personnes dans lesquels on va arriver, et puis ça y est, on va avoir trouvé. Puis j'ai un peu eu l'impression à un moment donné que ça arriverait jamais. Et donc, je suis bien contente d'avoir découvert que c'est pas forcément des gens, en fait, qui peuvent nous apporter ça. Donc, voilà. Du coup, c'est stable en plus. On peut y retourner quand on veut. Enfin, c'est des choses qu'on peut convoquer quand on veut parce que, voilà, c'est toujours là, quoi. C'est le besoin d'isolement aussi dont on parlait tout à l'heure, de se couper, d'être dans la nature et d'être connecté à autre chose. Oui, c'est ça. Mais justement, d'isolement, c'est oui des moments seuls, mais à la fois en connectant à la nature qui vont complètement effacer mon sentiment d'isolement. Et parce que j'appartiens à quelque chose d'autres dimensions et ça se passe au niveau intime en fait et c'est vraiment c'est génial. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça et voilà. Merci, Amy, parce que ce que tu poses là, c'est fondamental. Et justement, les personnes HPI et hypersensibles ont à retrouver cette interdépendance, ce que tu es en train de poser, c'est-à-dire sortir de la sensation d'isolement avec les autres humains pour se relier dans l'interdépendance au vivant, replacer l'humain là où il est, dans sa petite place à l'horizontale, et du coup se rendre compte que finalement la reliance, elle est là. Et ça, c'est magnifique ce que tu témoignes, Amy. Mais ça rejoint aussi ce que tu poses, Florence-Marie, Stéphanie aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. C'est beaucoup ce que, du coup, je suis désolée, je suis dans mon domaine, dans l'éco-psychologie, mais c'est tout ce qui va s'ouvrir sur l'éco-spiritualité, c'est-à-dire comment finalement j'ouvre ma reliance à bien plus que moi et comment j'en reviens en fait à cette nature profonde qui est là. Et pour ça, des réimmersions en forêt avec les autres animaux, avec les végétaux. C'est ce qui vient apaiser, c'est ce qui vient soulager, ce qui vient aussi reconnecter à des parts de soi qu'en tant que caméléon, on a oublié, c'est-à-dire notre propre part animale, notre soi écologique dont parle Arne Naes, qui est le père de l'écologie profonde. Donc, c'est tout ça dont on est en train de parler et qu'effectivement, comme tu le disais, Florence-Marie, beaucoup d'HPI hypersensibles et caméléons sont sensibilisés clairement, quoi. Bon, là, on a un peu dérivé, mais c'est trop chouette, merci. Non, je ne pense pas que ce soit de la dérive parce que ça fait vraiment partie des choses qui peuvent amener à se reconnecter à soi. Et puis, cette connexion à la nature, elle renvoie aussi à notre connexion au corps. Oui, et trouver un apaisement dans le corps, en fait, qu'on n'avait jamais connu. Parce qu'il y a cette sorte d'angoisse, en fait, de ne pas se reconnaître, pas trouver ce qu'on a besoin, etc. Et d'un coup, voilà, il y a quand même une voie par là qui marche et qui est simple et c'est gratuit en plus. Donc, c'est super bien. Ouais, exactement. Oui, je vois Gaëlle qui témoigne aussi du fait que pour lâcher le mental, elle cherche quelque chose et que marcher sur les rochers fonctionne bien parce que ça demande de la concentration. Et effectivement, tout ce qui demande de la concentration, c'est pour ça que je parlais de faire du cheval aussi tout à l'heure, tout ce qui nécessite une concentration nous aide à nous couper du mental. Un peu en tout cas. Super.
Merci, Ok. merci beaucoup à toutes Merci et à Elisabeth. tous, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même quelques garçons dans le groupe. Mais merci pour ce moment. Est-ce que tu veux peut-être d'autres choses? Je ne sais pas si vous avez une dernière question. Non, a priori, c'est OK. Non? Bon. De toute façon, vous recevrez le replay, bien sûr, puisque chaque fois, on vous renvoie le replay. Alors, bien sûr, d'une conférence à l'autre, il y a toujours des points communs parce qu'on reparle toujours de notre sujet du haut potentiel et on retrouve beaucoup de choses, mais on l'aborde toujours sous un angle différent. Donc, ce soir, c'était sous l'angle de l'hyperadaptabilité, de la suradaptation. Donc, écoutez, moi, j'espère que vous êtes nourris un petit peu plus, que vous avez des pistes de réflexion. En tout cas, bien évidemment, pour avancer, rien ne vaut le travail personnel, la recherche personnelle et se confronter à ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Merci en tout cas pour cette conférence, pour vos témoignages, pour cet échange en fait qui a été très riche, qui m'a vraiment réchauffé le cœur. J'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette conférence avec vous, avec toi Magali, et je te remercie d'avoir fait tous ces efforts. C'était un effort, oui, mais en fait, la motivation me donne justement cette envie de me suradapter. Là, je sens la douleur qui revient, donc il est temps que j'aille m'occuper de moi un peu plus. Je suis d'accord. Mais Allez. c'était impossible pour moi de faire autrement. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus et de partager ces moments-là. Et puis, si vous avez des suggestions pour d'autres sujets, n'hésitez pas à nous les donner parce que nous, on suit au fil du temps, au fil de nos recherches, au fil de tout ce qui nous touche dans nos pratiques avec Emmanuel. Mais s'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à nous les soumettre et on vous annoncera les prochaines conférences. La prochaine, d'ailleurs, Emmanuel, elle est le 16 mai, mais elle s'adresse particulièrement aux professionnels, je crois. Ce sera donc des questions-réponses puisque nous allons lancer notre prochaine session, notre prochaine cohorte au mois de juin. Ça démarre le 7 juin. Et donc, pour cette conférence du 16 mai, nous aborderons le sujet de pourquoi on se forme pour accompagner les hauts potentiels et nous répondrons à vos questions. Mais encore une fois, là, c'est pour les professionnels de l'accompagnement. Donc, on en reprogrammera une, je ne sais pas quand, mais on vous tient au courant. Et je vois Amy qui dit rejoignez le groupe multipotentiel sur Facebook, donc allez-y, ça fait toujours du bien de se retrouver. Belle soirée à toutes. Qui parle de l'intuition, oui, pourquoi pas, on pourra parler un jour de l'intuition. Ah, ça c'est une bonne idée ça. Ouais, on aime bien ça. Merci à toutes et à tous et on vous souhaite une bonne soirée, une belle semaine et puis ne vous suradaptez pas trop. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Je te laisse fermer l'enregistrement. Oui.